Quand j'avais 24 ans, j'ai effectué mon premier voyage en solitaire, en dehors de l'Amérique du Nord. J'ai choisi la Thaïlande parce qu'elle était abordable, magnifique sur Internet. Et plusieurs amis étaient déjà allés et m'avaient dit qu'ils avaient adoré. J'ai passé la majeure partie de mon voyage entre Bangkok et de petites villes balnéaires. Pendant la première semaine, tout s'est parfaitement déroulé. Les habitants étaient accueillants, la nourriture était excellente et je ne me suis jamais senti en danger. L'incident est survenu durant la seconde moitié du voyage. J'avais réservé 3 nuits dans un petit hôtel à l'extérieur de Krabi. Ce n'était ni un complexe touristique, ni un endroit luxueux, juste un lieu paisible avec une vingtaine de chambres réparties dans plusieurs bâtiments séparés. Il était entouré par la jungle sur 3 côtés et par l'océan sur le dé. Quatrième, l'endroit était paisible, ce qui était précisément la raison pour laquelle je l'avais choisi. Le deuxième jour de mon séjour, j'ai loué un scooter et passé la plus grande partie de l'après-midi à explorer les environs. Vers le coucher du soleil, je me suis arrêté dans un restaurant au bord de la route, situé à environ 20 minutes de l'hôtel. Il n'y avait que quelques personnes. J'ai dîné, bu de bière, puis je suis reparti peu après la tombée de la nuit. À mi-chemin du retour vers l'hôtel, j'ai remarqué un autre scooter derrière moi. Oh, début, je n'y ai pas prêté attention. La route était essentiellement une longue ligne droite, le long de la côte. Il était logique qu'une autre personne emprunte la même direction. Le problème, c'est que chaque fois que je ralentissais, il ralentissait aussi. Chaque fois que j'accélérais, il accélérait. Également, à un moment donné, je me suis complètement arrêté et j'ai fait semblant de regarder mon téléphone. Puis le scooter m'a dépassé. J'ai ressenti un soulagement pendant une seconde. Puis, une cinquantaine de mètres plus loin, il s'est arrêté. Sur le bas-côté, le conducteur est simplement resté là à attendre. Je suis resté immobile pendant environ 30 secondes avant de faire demi-tour et de repartir dans la direction opposée. J'ai roulé jusqu'à trouver une station-service où plusieurs personnes se tenaient à l'extérieur. J'y ai attendu environ 15 minutes. Finalement, j'ai décidé que j'exagérais. Je suis reparti vers l'hôtel. À mon retour, tout semblait normal. Le lendemain, j'ai passé la majeure partie de Pravli, mon temps à la plage. Vers midi, j'ai remarqué un homme assis, seul près de la lisière des arbres. Il ne regardait ni l'océan ni son téléphone. Il semblait simplement observer les gens. Je n'y ai prêté attention que parce qu'il me semblait familier. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'il portait la même veste sombre que le conducteur du scooter de la veille. Je ne pouvais pas en être certain, car je n'avais jamais bien vu son visage. Mais j'avais un mauvais pressentiment. J'ai quitté la plage. En retournant vers l'hôtel, j'ai jeté un coup d'œil derrière moi. L'homme marchait lui aussi. Il n'était pas juste derrière moi, mais suffisamment loin pour que cela paraisse naturel. Je suis retourné dans ma chambre et j'y suis resté. La majeure partie de l'après-midi. Ce soir-là, j'en ai parlé à l'employé de la réception. Il m'a écouté, poliment, mais sans sembler vraiment inquiet. Il m'a expliqué que les touristes voyageant seuls deviennent parfois nerveux et que je devais appeler si quelque chose arrivait. Je me suis même senti gêné de l'avoir raconté. L'histoire paraissait un peu tirée par les cheveux. Un homme sur la plage, un homme sur la route. C'était tout. Je me suis couché en me sentant ridicule. Mais vers 2 heures du matin, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. La chambre était sombre. Seule une faible lumière de lune filtrait à travers les rideaux. En me redressant, j'ai entendu un bruit dehors. Au début, j'ai cru que c'était un animal. Puis je l'ai entendu de nouveau. Des pas. Ma chambre était au rez-de-chaussée. Les pas se sont arrêtés juste devant la fenêtre. Je suis resté complètement immobile. Être 10 secondes se sont écoulées et j'ai entendu quelqu'un essayer la poignée de la porte, mais très doucement, comme un lent mouvement unique.
Mon cœur s'est immédiatement mis à battre. À toute vitesse, la poignée est revenue à sa position normale, puis le silence est retombé. Quelques secondes plus tard, il y a eu une nouvelle tentative. Cette fois, un peu plus forte, j'ai attrapé mon téléphone et appelé. La réception, mais personne n'a répondu. Je me suis souvenu que le bureau fermait pendant la nuit. L'hôtel n'avait pas de personnel de nuit. J'étais complètement seul. Les pas se sont éloignés de la porte et j'ai commencé à me dire que c'était simplement un autre client qui s'était trompé. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis levé et j'ai écarté. Un tout petit coin du rideau. Il y avait un homme accroupi, juste sous la fenêtre, levant les yeux vers moi. À la seconde où il a vu un mouvement, derrière le rideau, il s'est levé et s'est enfui en courant. Je me suis enfermé dans la salle de bain et j'y suis resté, jusqu'au lever du soleil. Le propriétaire de l'hôtel est arrivé. Vers 7 heures du matin, je lui ai tout raconté. Pour la première fois depuis mon arrivée, quelqu'un semblait vraiment préoccupé. Il m'a demandé de décrire cet homme. Quand j'ai terminé, il a immédiatement sorti son téléphone et m'a montré une photo. C'était le même homme. Le propriétaire m'a dit que cet homme n'était pas un client. Apparemment, les commerces locaux l'avaient signalé plusieurs fois au cours de l'année précédente. Il suivait les touristes, parfois pendant plusieurs jours. Personne ne savait exactement ce qu'il voulait, car il disparaissait toujours avant l'arrivée de la police. J'ai fait mes valises et quitté l'hôtel immédiatement. Le propriétaire m'a aidé à organiser un transport vers un autre hôtel, plus proche du centre-ville. Je pensais que tout serait terminé, mais environ 2 heures plus tard, je me suis arrêté dans une supérette pendant le trajet. Pendant que je payais une bouteille d'eau, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. De l'autre côté de la route, un scooter était garé sous un arbre. Le conducteur, vêtu d'une veste sombre, observait le magasin. Quand j'avais 17 ans, mon école a organisé un voyage de 5 jours à Bruxelles en Belgique. J'étais accompagné de plusieurs bons amis, donc tout était réuni pour passer un excellent moment à explorer la ville. Comme nous suivions le programme de l'école, les activités auxquelles nous participions étaient pour la plupart obligatoires. Ne vous méprenez pas, certaines étaient très amusantes et tout le monde s'entendait très bien. C'est juste que j'ai toujours aimé faire des choses en dehors du programme, faire quelques activités que nous n'étions pas censés faire pour le frisson du moment. Comme vous pouvez l'imaginer, les jours sont passés rapidement et à la fin du 4e jour, tout le monde est allé se coucher tôt, car notre retour en bus devait partir très tôt et le trajet jusqu'au Danemark, d'où je viens, était très long. Je devais me lever à 5h du matin. J'ai toujours eu tendance à veiller trop tard, alors dormir. Tôt et manquer l'animation de la ville. M'ennuyait. J'ai parlé à quelques-uns de mes amis, mais ils allaient tous se coucher. Je me suis assis, à l'extérieur de la chambre que je partageais, avec 3 autres gars de mon école, et j'ai ouvert Tinder pour commencer à discuter. Avec quelques filles avec qui j'avais matché, j'ai finalement réussi à obtenir un rendez-vous pour un plan d'un soir à quelques kilomètres. Je suis sorti avec la clé de notre chambre, dans ce vieux bâtiment réservé uniquement aux garçons et à quelques inconnus. L'adrénaline montait et je trouvais ça plutôt amusant d'explorer la ville tout seul. J'ai suivi l'itinéraire GPS jusqu'à l'appartement de la fille me faisant interpellé par des hommes âgés devant les bars et restant constamment sur mes gardes pour m'assurer que personne ne me suivait. Elle avait son propre appartement dans un quartier qui allait bientôt me sembler très pauvre et inquiétant. De grandes vitrines étaient éclairées par des néons colorés et des travailleurs du sexe masculin s'y exhibaient, tapotant la vitre, avec de longs ongles et vêtus de tenues de drague. Seuls quelques hommes passaient, chacun s'occupant de ses affaires. N'ayant que 17 ans et étant seul, ces rues me faisaient vraiment peur. Mais j'étais aussi fasciné de découvrir un endroit aussi différent. En arrivant enfin à l'appartement de la fille, je me trouvais très loin de l'hôtel où nous logions. Mon rendez-vous avec cette fille s'est très bien passé, nous avons passé un bon moment.
Rien de suspect ne s'est produit. Ensuite, j'ai commencé à retrouver le chemin de l'hôtel grâce au GPS de mon téléphone. Nous étions en septembre, et il faisait froid, et maintenant que mon aventure était terminée, je n'avais plus aucune envie de parcourir une si longue distance dans ces rues. Sales, et plongé dans l'obscurité. Il s'est mis à pleuvoir. Le GPS me faisait prendre un autre itinéraire que celui de l'allée, et je ne portais qu'une veste légère. Les personnes dans les rues étaient toutes des hommes regroupés près, de ruelles étroites, et il n'y avait plus de bars ni de signes du centre-ville. Alors que je commençais à me sentir mal à l'aise, l'écran de mon téléphone est devenu noir. J'ai complètement paniqué. Je me moquais que quelqu'un m'entende. J'ai crié tous les jurons qui me venaient à l'esprit et j'ai commencé à frapper. Mon téléphone pour le rallumer, il était complètement déchargé. J'ai regardé autour de moi pour voir si quelque chose me semblait familier, mais rien ne l'était. Comprenant que je devais assumer rapidement les conséquences de la situation dans laquelle je m'étais mis, je suis allé directement voir la première personne qui passait. Elle a senti que j'étais désespéré, mais aussi que j'étais encore très jeune. Et heureusement, c'était quelqu'un prêt à m'aider. Je lui ai raconté brièvement mon histoire et lui ai demandé comment rejoindre le centre-ville d'où je pourrais retrouver le chemin du bâtiment. Cette rencontre m'a beaucoup aidé. C'était un homme de l'âge de mon père. Je ne me souviens plus vraiment de son apparence, mais il semblait sympathique. Au lieu de simplement m'indiquer le chemin vers le centre-ville, il m'a accompagné jusqu'à mon hôtel malgré la pluie battante, restant prudent parce qu'il était malgré tout un inconnu. Je gardais une main sur ma poche, où se trouvaient mes clés et mon téléphone. Je l'ai finalement remercié, soulagé que ce que je pensais être le pire moment de la nuit soit enfin terminé. Les portes du bâtiment et des chambres se verrouillaient automatiquement, n'est-ce pas? Aucune chance que quelqu'un nous suive ou entre, à moins qu'il ne séjourne ici et qu'il ait les clés, pas vrai? Je suis entré. J'ai pris une douche rapide. Je me suis préparé pour les quelques heures de sommeil qu'il me restait, puis je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, une lampe torche était braquée sur mon visage. J'ai plissé les yeux. Le visage d'un inconnu était à quelques centimètres du mien. C'était peu être le choc de voir ce type aussi près de moi, mais je n'ai pas fait un bruit. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine lorsque je me suis redressé aussi vite que possible dans le lit superposé du bas où je dormais. Je lui ai demandé en anglais qui il était. Tout mon corps était tendu, mais comme mes 3 colocataires dormaient et que cet homme ne me menaçait avec rien, j'ai eu l'impression que la situation était relativement sûre. Il m'a dit qu'il venait du hall, qu'il aidait mon ami Samuel à retrouver quelque chose qu'il avait perdu. Confus et encore étourdi, j'ai tendu la main vers mon téléphone et ma montre qui étaient juste à côté de moi sur le lit. Il était environ 4h du matin. J'avais bien un ami qui s'appelait Samuel. Il était connu pour être impulsif. Alors j'ai pas vraiment prêté attention. L'homme s'est éloigné de mon lit et a commencé à fouiller dans notre armoire. Je lui ai demandé ce que Samuel avait perdu. Pourquoi cherchait-il dans l'armoire de notre chambre alors que Samuel n'y était pas à 4h du matin? Je me suis redressé et j'ai allumé la lampe de mon téléphone que j'ai dirigé vers cet homme. Son visa, répondit-il. Il ne retrouve plus son visa. Un autre étudiant est entré dans notre chambre. Il s'est mis à parler à cet homme de ce visa. Ils le cherchaient, tous les deux. J'étais tellement fatigué que j'ai supposé qu'ils étaient tous ensemble. Samuel, lui, cet homme, même si toute cette histoire était étrange, d'autres gars de mon école étaient là dehors, à chercher le visa avec cet homme. Mon colocataire s'est réveillé en posant les mêmes questions que moi. Je lui ai répondu pendant que l'homme fouillait dans nos affaires et j'ai plus ou moins laissé entendre que je trouvais ça bizarre et que quelque chose clochait peu être. Au bout d'un moment, pourtant épuisé, je me suis rendormi. La dernière chose dont je me souviens, c'est de regarder cet homme pendant qu'il fouillait dans le sac à dos du gars qui dormait en face de moi. J'imagine que lors d'un voyage comme celui-ci,
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et au matin, lorsque nous étions tous réveillés et que nous avons commencé à en parler, nous avons découvert la vérité sur ce qui s'était passé. 3 gars avaient perdu leurs affaires, leur visa, leur ordinateur portable et d'autres effets personnels. Ils avaient disparu et le type qui prétendait et venir du hall venait évidemment pas. Personne ne sait comment il est entré, mais apparemment, il avait réveillé les gars dans les autres chambres et inventé toute cette histoire. Du visa perdu de Samuel, après l'avoir probablement volé, et lu son nom. Il a profité du fait que nous étions tous fatigués et naïfs, de jeunes gars dans un pays étranger. S'il était aussi près de mon visage, c'était sûrement à cause de mon téléphone et de ma montre posée là. Il allait les voler. Il n'y avait pas de caméra dans le bâtiment, du moins à ma connaissance. La police est arrivée assez rapidement et notre trajet en bus de retour a été retardé afin que Samuel et les autres puissent parler à la police. Nous n'avons jamais eu de nouvelles de ce qui s'était passé ensuite. Samuel et les autres ont reçu de nouveaux visas, et tout le reste une fois de retour au Danemark. Je n'en ai plus beaucoup entendu parler après cela. Mais encore aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de... Je pense parfois que ce qui s'est passé peut être de ma faute. Quelqu'un aurait pu me suivre sans que je m'en aperçoive. Ou peut être que je n'ai pas bien refermé la grande porte principale pour qu'elle se verrouille. Quand je me suis dépêché de rentrer, j'étais probablement le dernier à entrer, avant que cet homme ne pénètre dans l'immeuble, vu l'heure tardive. Et je suppose que si ce n'était pas à cause de mes affaires personnelles qu'il s'est approché de moi, il est toujours possible qu'il ait braqué cette lampe torche directement sur mon visage, et pas sur les autres parce qu'il m'avait reconnu. À la fin de l'été 2019, mes amis et moi sommes partis en voyage dans l'extrême nord, de la Norvège, au-delà du cercle polaire, dans une région appelée les Lofoten. C'est une région très pittoresque, idéale pour la randonnée et les activités de plein air. Nous avons atterri dans la ville la plus proche pour louer une voiture, mais la densité de population est très faible là-haut, et les grandes villes sont rares et très éloignées les unes des autres. Nous avions réservé un appartement dans un petit village de pêcheurs, situé à environ 7 heures de route de l'aéroport, où nous avions atterri. Après une longue journée de voyage, nous voulions rejoindre notre location le plus vite possible. Les limitations de vitesse étaient également très strictes, ce qui n'aidait pas. Et je dois admettre qu'en tant que conducteur désigné, et seul conducteur du groupe, j'avais parfois du mal à les respecter. Il y avait de longues portions de route qui s'étendaient sur des kilomètres devant nous, sans aucune autre voiture en vue. Quoi qu'il en soit, il approchait de minuit, et nous avions déjà parcouru l'essentiel du trajet. Nous venions de dépasser la principale ville de la région, et il ne restait plus que 40 minutes avant d'arriver à l'endroit où nous logions. La majeure partie de la route était à une seule voie, mais elle s'élargissait en une voie de dépassement. À la sortie de la ville, j'en ai profité pour dépasser une Golf qui roulait devant nous. Je l'ai dépassée sans y penser davantage. Je discutais avec mes amis lorsque, soudain, je l'ai vu se coller, très près de l'arrière de notre voiture. Maintenant que nous étions devant, il se rapprochait sans cesse, puis reprenait un peu de distance avant d'allumer un puissant projecteur installé sur le toit de sa voiture. Les hivers y sont longs et très sombres, alors j'imagine qu'ils utilisent surtout ces projecteurs pendant cette période. C'était extrêmement lumineux et très gênant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les Norvégiens semblent prendre très au sérieux la sécurité routière et les limitations de vitesse. Et même si je pensais qu'il avait peu être mal pris, ce qu'il considérait comme une conduite imprudente, je n'avais pourtant rien fait de répréhensible. En le dépassant, j'ai fait de mon mieux pour rester calme et concentré sur la route, tout en respectant la limitation de vitesse, en espérant qu'il finirait par abandonner. J'ai murmuré à mon ami Jesse, qui était assis à l'avant avec moi, voyant s'il nous suit jusque-là. Inutile de dire qu'il l'a fait, et ma patience commençait à s'épuiser. J'ai pris un peu d'avance sur lui, et curieusement, il n'a pas accéléré pour nous rattraper. À ce stade, tout le groupe était nerveux, mais comme il ne cherchait pas à nous rattraper, nous avons pensé que tout irait peu
être bien. Nous sommes ensuite arrivés à un feu rouge, devant un pont à une seule voie menant au village. En regardant nerveusement dans le rétroviseur, je l'ai vu tourner au coin de la rue. Au moment où le feu passait au vert, j'ai décidé qu'il serait plus prudent de ne pas aller directement à notre appartement pour décharger la voiture afin que cet homme ne sache pas où nous logions. J'ai donc décidé de circuler dans différentes rues au hasard du village pour voir s'il continuait à nous suivre. Mon cœur s'est serré lorsqu'il l'a fait et tout le monde a commencé à paniquer. Je dois préciser qu'il était maintenant plus d'1 heure du matin et nous étions dans une région très isolée. Finalement, nous sommes arrivés dans une impasse et j'ai dû faire demi-tour pour lui faire face. Il a essayé de nous bloquer, mais sa voiture était assez petite et, avec quelques manœuvres, j'ai réussi à le dépasser. En le faisant, j'ai aperçu cet homme. Son visage était froid et sans expression. Ses yeux restaient simplement fixés sur nous, nous suivant du regard pendant que nous passions à toute vitesse. Nous étions 3 hommes dans notre groupe, et avec notre supériorité numérique, j'avais pensé sortir pour le confronter, mais c'était une région isolée, où les armes à feu étaient légales et souvent utilisées pour la chasse et la pêche. Alors, pour tout ce que je savais, il pouvait en avoir une qui nous attendait sur son siège avant. Après tout, ce type nous suivait déjà depuis près d'1 heure, au beau milieu de la nuit. Qui savait de quoi il était capable? Mon ami a décidé d'appeler le commissariat de police local, ce qui n'était pas facile car nous ne connaissions ni la région ni la langue. Heureusement, nous avons réussi à trouver un commissariat à contacter et l'opératrice parlait anglais. Elle nous a dit qu'un agent prendrait notre déposition au commissariat, mais celui-ci se trouvait dans la ville que nous avions traversée, à encore 40 minutes de route. J'ai roulé rapidement. Cette fois, cet homme est resté juste derrière nous tout le trajet. Lorsque nous avons commencé à voir les panneaux indiquant la ville et les premières maisons à la périphérie, l'homme qui nous suivait a fortement ralenti. Je me suis senti un peu plus en sécurité, mais ce sentiment a été de courte durée, car j'ai vu dans mon rétroviseur que 2 voitures attendaient de le rejoindre depuis le bord de la route. L'une s'est placée devant lui, et l'autre derrière lui. Il y avait désormais un convoi de 3 voitures qui roulaient comme une meute. Nous suivions Google Maps pour rejoindre le commissariat. Il se trouvait dans une zone portuaire industrielle de la ville, remplie d'entrepôts et de ruelles. Le commissariat était tout au bout, et lorsque nous sommes entrés sur le parking, nous avons vu le convoi se séparer dans différentes directions. Ils avaient clairement compris que nous allions à la police. Nous avons cependant été choqués, dit Constater, qu'il ne semblait y avoir personne dans le commissariat. Tout était plongé dans le noir. Nous avons recontacté l'opératrice, qui nous a dit qu'un agent arrivait. Nous pouvions voir les voitures tourner au loin, comme des requins. Environ 5 minutes se sont écoulées ainsi, puis un grand policier est apparu à pied, en contournant l'arrière du bâtiment. Bien qu'assez distant au début, il a clairement vu que les filles de notre groupe pleuraient et étaient visiblement bouleversées, et il nous a proposé de nous escorter hors de la ville. Il a dit qu'il allait chercher un fourgon pour nous ouvrir la route. Nous sommes repartis, en scrutant nerveusement chaque ruelle et chaque parking sombre des entrepôts. Je voyais l'agent se rapprocher derrière nous lorsque soudain, 2 des voitures sont sorties. Des côtés de la route, et la Golf, qui avait déclenché toute cette histoire, est passée juste à côté de nous. Melanson, un regard totalement dépourvu d'émotion. J'ai klaxonné plusieurs fois et freiné brusquement, espérant que le policier comprendrait que c'était cet homme qui nous harcelait. Quelques secondes se sont écoulées. Le visage froid de l'homme qui nous avait suivis. C'était un homme d'apparence ordinaire qui semblait avoir un fort accent russe ou d'Europe de l'Est, tandis qu'il marmonneta. L'agent en ouvrant la portière de sa voiture, tout en continuant à me fixer d'ailleurs. J'ai été choqué qu'il remette sa voiture en marche, mais l'agent a justement fait remarquer qu'il n'avait techniquement rien fait d'illégal. Ce n'était pas un crime de rouler sur une route, au milieu de la nuit, et il n'y avait rien permettant de l'incriminer. L'agent a dit qu'il avait tout de même relevé son identité et que s'il s'approchait de nous à nouveau,
Nous avions désormais un numéro direct à appeler, et l'affaire serait prise à un niveau supérieur. Tout ce que l'agent pouvait faire, c'était nous escorter complètement hors de la ville comme promis, mais il ne pouvait pas nous raccompagner jusqu'à notre village et notre hébergement. Il nous a quittés à la sortie de la ville. J'ai poussé un soupir mêlant soulagement et inquiétude car nous étions désormais livrés à nous-mêmes. Je regardais constamment dans le rétroviseur et personne ne semblait visiblement nous suivre. Je ne voulais toutefois prendre aucun risque et je me suis garé loin de notre appartement. Nous avons verrouillé la porte derrière nous et essayé d'oublier toute cette histoire. Les 2 voitures supplémentaires étaient la partie la plus inquiétante de toute cette affaire. Qui étaient-elles et pourquoi les avait-il appelées? Quoi qu'il en soit, ils avaient manifestement quelque chose de prévu et je suis simplement heureux que nous ayons réussi à trouver notre chemin jusqu'à la police dans un pays étranger. Le reste du voyage s'est bien passé. C'est vraiment une région magnifique. Mais il est troublant de penser à quel point tout aurait pu se terminer autrement.